Bonjour tous, bienvenue dans Horizon Teahupo'o, un podcast consacré au surf et particulièrement à Teahupo'o. En effet, dans quelques semaines, nous aurons le plaisir d'accueillir l'épreuve de surf des JO. L'occasion pour nous de revenir sur la place de ce sport en Polynésie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une immense championne de surf, Patricia Rossi. Patricia, Yorana. Yorana. Alors, Patricia, nous de la génération 40 ans et plus, on te connaît bien, on a vécu avec tes exploits. Ce n'est pas forcément le cas de nos publics plus jeunes. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Patricia, j'ai un demi-siècle. J'ai fait surfeuse professionnelle pendant une quinzaine d'années et j'ai arrêté ma carrière en 2012 après les championnats du monde à Panama où je suis arrivée deuxième. Alors, ton palmarès est impressionnant. Tu as été une vingtaine de fois championne de Polynésie, médaillée d'or aux Jeux du Pacifique, championne de France, vice-championne d'Europe. Moi, je veux revenir au début de ta carrière. Comment est-ce que tu as commencé le surf et d'où vient cette passion pour le surf? Mais en fait, mon père était professeur de sport et ma mère était entraîneur de natation. Donc, j'ai baigné dans le sport toute ma jeunesse. Et puis après, j'ai suivi mon père en tant que journaliste sur des compétitions de surf. Et j'ai trouvé que c'était un sport qui me convenait énormément puisque c'était assez marginal et c'était un sport d'eau. Donc, c'était tout à fait, ça me correspondait tout à fait. Et tu n'as pas voulu suivre ton père, parce qu'il était prof de sport, est-ce qu'il t'a poussé vers la natation, ce genre de sport? Mais j'ai fait de la natation pendant 15 ans avec ma sœur qui a gagné des Jeux du Pacifique. Et puis après, bon, c'était surtout la concurrence. Je voulais pas qu'il y ait de concurrence avec ma sœur. C'était trop compliqué à gérer à la maison. Donc moi, je me suis dit, je vais prendre un sport totalement différent. Et puis voilà, j'ai fait ma carrière sportive là-dedans. Et est-ce que ça a été facile pour toi en tant que jeune fille à l'époque de te lancer dans le surf? En professionnel? Non, au tout début en fait. Mais en fait, au début, dans les années, fin des années 80, on était deux, Christine Sanfort et moi. Bon, après, il y avait toute la famille Sanfort, mais c'est vrai que les compétitions, en général, on alternait les premières places avec Christine Sanfort. Et après, quand elle est partie en Nouvelle-Calédonie pour des raisons familiales, c'est vrai que je me suis retrouvée un petit peu toute seule parmi tous ces grands noms du surf comme VTA David, Moana David, Arsène Arewe. Et puis finalement, moi ça m'a plu parce que j'étais la petite coqueluche qui venait d'arriver et ils ont vraiment bien pris soin de moi. Et voilà, ils m'ont poussé à augmenter mes limites. Et moi, je les remercie beaucoup parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai obtenu un niveau tel que j'ai eu après. Et c'était comment l'ambiance du surf à cette époque-là? Moi, j'avais quand même 10-15 ans de décalage par rapport à ceux qui étaient déjà sur le circuit polynésien. J'ai commencé à 15-16 ans, ils avaient déjà 25-30 ans. Donc, c'était vraiment des grands frères et des grandes sœurs qui surfaient avec moi. Mais c'était beaucoup de bienveillance en tout cas. Ils t'emmenaient sur les spots. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'avais pas le permis, donc c'est vrai que c'était. Mes parents voulaient pas que je fasse de l'autostop, donc en général, j'allais toujours avec les mêmes personnes dans la voiture, mais c'était vraiment familial. On était vraiment tous unis sur les spots. Et il y avait beaucoup de monde sur les spots parce qu'aujourd'hui, les spots sont assez. C'est vrai que comparé à maintenant, c'est pas qu'il y avait beaucoup de monde sur les spots, mais c'était que des gens qu'on connaissait. Tout le monde se connaissait déjà sur les spots. C'était les grandes familles, les Harewe, les Sanfort, les David. Donc c'est vrai que même si on se retrouvait à 20 ou 30 sur un spot, bon, on trouvait ça déjà qu'on était beaucoup, mais c'était familial. Donc il n'y avait pas de... à l'époque, on parlait souvent des cafards, on se battait pour prendre la vague, à l'époque, c'est vrai que nos grands rivaux, c'était... Enfin, nos bêtes noires sur les spots, c'était les bodyboarders. Mais c'est vrai, comparé à aujourd'hui, où il y a des paddles, des foils, c'est vraiment compliqué à avoir sa place quand on est surfeur sur un spot où il y a des paddles et des foils et des bodyboards. Et donc, c'est vrai qu'on avait vraiment de la chance à l'époque. On ne le réalisait pas, mais on avait vraiment de la chance. Alors, à quel moment tu te décides à cette époque-là de te lancer dans la compétition?
Alors, c'est à la suite d'un accident dramatique, et quand j'ai perdu mon père d'un accident de deltaplane en 94, lui qui m'avait tout le temps poussé à fond dans le sport. À un moment, il a fallu que je prenne une décision radicale, et je venais de finir mes études, enfin mon DUG et LEA, donc je me suis dit, écoute, je vais me donner les moyens de partir sur le circuit pro et voir ce que ça donne. Et je suis partie, j'ai commencé le circuit professionnel 1 mois après son enterrement. Et c'était comment les débuts du circuit professionnel? C'était compliqué puisque moi j'étais VTA David qui était professionnel venait d'arrêter sa carrière professionnelle, donc moi j'étais la seule Tahitienne sur le circuit et donc je ne pouvais pas partager les frais de déplacement ou d'hôtel ou de location de voiture sur le circuit parce que j'étais toute seule. Et après, c'était l'aventure, quoi. J'avais jamais fait le circuit professionnel, j'avais fait que les étapes, quelques étapes américaines et les étapes françaises. Mais après, de partir en Cornouailles, en Angleterre, en Afrique du Sud, ça a été impressionnant, mais je pense que j'étais assez battante pour ça et je savais exactement ce que je voulais, donc je ne me suis pas laissée impressionner. Comment on passe justement des vagues de Tahiti, l'eau est chaude, et puis aller surfer sur les plages à l'eau à 10 degrés, comment ça se passe? On est pris dans c'est pas une spirale, c'est pas négatif, mais quand on est pris dans le circuit, en fait, on se laisse un peu porter par les voyages et par les compétitions, et donc on arrive sur un spot. Après, on n'est pas tout seul. Moi, je sais qu'on faisait le circuit professionnel avec une quarantaine de filles venues des 4 coins de la planète. Donc c'est vrai qu'on se retrouvait tout le temps, toujours les mêmes 40 filles sur le spot. Et donc on partageait cette même passion et on partageait les mêmes galères d'argent, les mêmes galères de conditions météo, le froid. Donc on n'est pas des solitaires non plus quand on fait le circuit professionnel. Mais à l'époque, par exemple, combien ça gagnait une surfeuse professionnelle sur le circuit? Alors moi j'étais payée 53 060 francs par mois. Voilà, à l'époque c'est vrai que c'était très très difficile. Moi je sais que les 4 premières années de ma carrière professionnelle ont été financées en majorité par mes parents. Donc ça a été difficile et il faut aussi limiter les dépenses, donc prendre des hôtels qui ne sont pas spécialement pas spécialement chers. Après les voitures, il faut prendre les moins chères, enfin bref, il faut limiter son budget au maximum, et dans ces cas on n'est pas spécialement dans les meilleures conditions quand on arrive en compétition. Donc c'est financier, mais c'est aussi mental. Il faut vraiment avoir une grande force mentale. Alors justement, aujourd'hui, le sponsoring permet aux sportifs de haut niveau de vivre de leur sport. Comment ça se passait à l'époque? C'était facile? C'était simple? Non, honnêtement, les femmes vivaient difficilement d'une carrière professionnelle dans le surf, je parle. Moi, je me rappelle d'une anecdote. En Afrique du Sud, il y avait la vice-championne du monde qui s'appelait Pauline Menzer, une Australienne. Elle vendait ses planches sur la plage pour se payer son billet de retour. Et c'est vrai que, moi, ma mère était avec moi, donc c'est elle qui payait mes dépenses. Mais quand je voyais ça, c'est vrai que je me disais qu'il y a vraiment beaucoup d'inégalités entre le surf professionnel féminin et masculin, puisque les garçons gagnaient 5 fois plus que nous à l'époque. Mais aujourd'hui, ça a changé, parce qu'aujourd'hui, la WSL garantit un prize money équivalent pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé avoir à l'époque? Je pense que je suis arrivée. C'est pas un regret, puisque j'ai fait d'énormes choses, mais on est à l'époque, les filles qui surfaient sont arrivées 10-15 ans trop tôt. C'est-à-dire c'était les prémices du surf professionnel féminin, et au niveau des sponsors, c'est vrai qu'ils ne faisaient pas trop confiance aux filles parce qu'on était des garçons manqués, on n'était pas des mannequins, donc c'était difficile de miser sur la beauté d'une surfeuse qui faisait des manœuvres de mec ou qui agissait comme un mec, donc c'était compliqué. Donc c'est vrai que les sponsors ne misaient pas sur les surfeuses professionnelles à l'époque, quoi. Mais aujourd'hui, tu vois que c'est plus le cas. Comment tu vois cette évolution, toi, personnellement? Comment tu le vis aujourd'hui?
Parce que des fois, tu envies les jeunes surfeuses aujourd'hui qui ont plus de facilité. J'envie, au niveau des sponsors et au niveau, comment ça s'appelle, de la facilité de déplacement, des financiers et tout ça, j'envie les nouvelles surfeuses aujourd'hui. Après, bon, moi, je suis maman d'une petite fille et c'est vrai que il y a certaines choses que demandent les sponsors à des gamines de 10-12 ans qui me gênent un petit peu quand même. C'est par exemple faire du show ou faire des photos Instagram sur des gamines de 10-12 ans qui sont en maillot de bain assez dévêtues. Moi, ça me dérange un peu. Après, elles vivent de ça, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre faire de sa fille une enfant modèle et une surfeuse professionnelle. Moi, je préférais que les parents soient un peu plus, fassent un peu plus attention à cette image que veulent donner les sponsors à ces gamins-là. Alors, toi, tu as été une pionnière. Le problème des pionnières, des premières qui vont dans un sport, c'est qu'elles doivent tracer le chemin. Comment tu vois l'évolution aujourd'hui du sport en général, du surf en général dans la société? Bah ça évolue très très vite. Après, depuis une dizaine d'années, le surf n'est plus considéré comme un sport marginal, mais vraiment comme un sport. D'ailleurs, maintenant, c'est les Jeux Olympiques, donc ça prouve que ça a énormément évolué au niveau de la qualité des entraînements, même au niveau mental. Les surfeurs des années 80 n'ont plus le même mental que les surfeurs d'aujourd'hui. Ils sont... c'est plus des fougueux qui pensent qu'à surfer et voilà, ils ont un comment on dit, cursus mental différent de ceux d'avant. C'est-à-dire, ils pensent plus à l'avenir, ils pensent plus... moi, je trouve que le surf d'aujourd'hui, pour être un bon professionnel, il y a 80% de talent et 20% de mental. Avant, c'était 100% de surf. Alors, à quel moment tu te décides, pendant ta carrière professionnelle, que tu commences à envisager ta reconversion et tu commences à envisager d'arrêter le surf professionnel? Après, ça commence au niveau des résultats. Quand on commence à être de moins en moins performant, après, c'est pas la peine de courir derrière des titres quand on sait qu'on n'a pratiquement plus le niveau et de savoir qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent derrière et qui ont 10 fois plus de potentiel. Donc, il y a un moment, il faut se tenir à l'évidence que, on va passer la trentaine, il faut commencer à penser à autre chose. Et puis, moi, je travaillais déjà sur la fin de ma carrière sportive. Donc je faisais les deux, ma carrière professionnelle de boulot et ma carrière sportive. Et puis à un moment, j'ai su que c'était le moment où il fallait que j'arrête parce que on peut pas faire ça éternellement non plus. Et puis je pense que j'étais arrivée à bout et puis et j'avais ma vie de famille aussi. Mon fils commençait à avoir besoin de plus en plus de moi et donc je pense que les sacrifices étaient suffisants arriver à un niveau. Alors, tu as été un temps journaliste ici à RFO à l'époque, à la Dépêche de Tahiti, à Énergie. Comment s'est déroulée ta reconversion professionnelle? Merci à vous, déjà à l'époque de m'avoir fait confiance. C'est vrai que j'ai été journaliste et consultant justement pendant les compétitions qui se déroulaient à Tiopo. Ça a été un début de carrière professionnelle dans le monde du travail assez simple et assez facile, puisque moi, je commençais déjà à parler de ce que je savais. Donc, c'est vrai que faire du journalisme sur une passion que j'ai eue pendant 20 ans, c'était plus facile pour moi. Bon, après, évidemment, il faut se perfectionner dans cette profession. Et puis, après, j'ai eu des contacts ailleurs, et puis je me suis lancée dans d'autres domaines, et puis je me suis aperçue que j'étais bonne dans le business, et puis après, ça a découlé de là. Après l'arrêt de ta carrière, est-ce que tu as eu un moment, ce qu'on appelle chez les sportifs, le blues post-carrière? Ça, énormément. Ouais. Non, c'est compliqué pour un sportif de haut niveau d'être au top, être mis sur un piédestal par tout le monde, par le public, par le gouvernement, par son pays, et puis du jour au lendemain de retomber en bas de l'échelle comme une personne lambda. Alors bon,
on ne dénigre pas les personnes lambda, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on a été sollicité pendant des années et qu'on retombe dans l'anonymat le plus total quelques années après. Après, bon, moi j'ai eu 6-8 ans où j'ai fait un blackout par rapport au surf. Voilà, C'est-à-dire un blackout? ben, je pouvais plus voir le surf ni à la télé, ni j'avais pas de magazine à la maison, j'ai vendu toutes mes planches. Enfin, voilà, pour moi, c'était une fin de carrière où je voulais fermer la porte et plus jamais en parler. Et puis après, j'ai commencé à faire du développement personnel parce que c'était compliqué de remonter la pente et de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai fait ça toute ma vie. Et puis finalement, c'est mon business qui m'a fait comprendre que bah, j'étais douée dans d'autres choses que le surf. Et puis après 6-8 ans de blackout par rapport au surf, bah, j'ai repris contact avec quelques surfeuses des années 90 que j'avais rencontrées. Et puis voilà. Et 2 ans après, je me suis remis au surf, j'ai refait une petite compétition, j'ai revu bah, que finalement ma passion s'était jamais vraiment éteinte. Et voilà, et on a formé un petit groupe avec une trentaine de femmes et voilà, on va surfer presque tous les jours et on se rencontre Donc tu tous les surfes dimanches. toujours aujourd'hui? J'ai repris le surf en dilettante et voilà, je suis pas. Par contre, pour les compétitions, faut pas m'en parler. Alors justement, vu que tu en parles, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Comment on passe de surfeuse professionnelle à chef d'entreprise? Comment ça se passe? Moi, je pense que j'avais déjà ça un peu. J'avais déjà ça un peu en moi depuis toute petite. Après, c'est suivant. Ouais, non, je me suis aperçue que l'entrepreneuriat et le business pour moi étaient plus faciles parce que j'avais énormément de connaissances. C'est-à-dire, je connaissais énormément de monde puisque j'avais fréquenté le monde du sport en général, que ce soit la natation, le surf, l'athlétisme, le cyclisme, puisque j'avais été journaliste aussi pour la Dépêche, donc j'avais rencontré énormément de monde. Et pour le business, c'est bien de connaître du monde avec le bouche à oreille. Donc c'est vrai que ça m'a facilité l'accroissement de ma société. Et puis après, bon, bah, j'ai monté 2-3 autres business qui ont bien fonctionné. Et puis j'ai vu que j'étais douée là-dedans aussi. Est-ce que justement, c'est pas aussi plus facile qu'on est surfeur professionnel, une forme de liberté dans son organisation, plutôt que d'être dans le salariat après sa carrière? Est-ce que c'est pas plus facile? Mais j'ai essayé d'être, comment ça s'appelle, salarié de l'entreprise. Ouais. Et puis finalement, je pense que je ne suis pas faite pour ça. Parce que faire partie d'une équipe, avoir un patron au-dessus de moi, quand on vient justement d'une carrière professionnelle de surf où on est très solitaire et qu'on est assez marginal, c'est compliqué d'être salarié ou de faire partie d'une boîte. Et puis moi, je me suis aperçue sur les 10 ans où j'ai travaillé pour des patrons que je travaillais 2 fois plus que les autres, mais j'avais le même salaire. Donc je me suis dit, bah écoute, je pense que tu es faite pour être chef d'entreprise. Et si tu travailles beaucoup, bah, tu gagneras beaucoup. Et puis voilà, et c'est ce que j'ai fait. Alors, on va parler aujourd'hui de la nouvelle génération de surfeuses. Nous avons 2 Polynésiens qui sont qualifiés pour les JO. Est-ce que toi, personnellement, tu suis la progression? Alors oui, je suis leur progression depuis 1 ou 2 ans maintenant. Alors c'est vrai que par rapport à Kaolivast, étant donné que j'ai été journaliste à la Dépêche, je le suis depuis qu'il a 7 ans, puisqu'il faisait déjà les compétitions pour les petites compétitions d'école, de surf d'école. Et donc c'est vrai que depuis que je l'ai suivi sur les quotidiens, je sais très bien que ouais, c'était un petit garçon, je savais déjà qu'il allait aller très loin. Après, c'est facile de dire ça parce qu'il est vraiment au top de sa carrière, mais on sentait déjà que c'était un petit jeune qui allait faire beaucoup et qui allait faire de grandes choses. Aujourd'hui, on a les Surf Hero, il y a Karel Popke, Aliane Vast, Chiara Gould. Ça te fait quoi de voir toutes ces jeunes filles qui fracassent sur les vagues? Ben moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet au monde polynésien de voir que maintenant, il y a de plus en plus de filles qui surfent. C'est vrai que pendant une vingtaine d'années,
le surf féminin n'était pas vraiment mis en valeur. Bon, après, à part moi, évidemment, mais c'est vrai que c'était difficile de voir beaucoup de Polynésiennes bien surfer dans les années 80-90. Maintenant, on voit pratiquement que ça sur les spots. C'est vrai, on va sur les spots, on voit des petites gamines de 8-9 ans surfer et elles sont 5 ou 6 et c'est vraiment admirable parce que ça prouve que maintenant elles n'ont peur de rien, elles ont des gros challenges et elles arrivent à passer outre toutes ces difficultés et se faire une place dans le monde, dans un monde qui était majoritairement de garçons il y a quelques années. Est-ce que parmi les surfeuses de la nouvelle génération, pour toi, quelle est celle qui sort du lot, à ton avis? Je ne vais pas me faire beaucoup de copines, mais bon, moi c'est vrai que pour la petite histoire, je sais que quand mon père était prof de sport, il avait détecté plusieurs talents à l'époque, notamment Teroro Meyer, Frédéric Doplay, qui ont été des grands champions de Polynésie. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir cette capacité-là à pouvoir déceler des bons éléments quand j'en vois. Et c'est vrai que depuis quelques années, je vois Kiara Gold, qui a un surf impressionnant, et Kaoli Vast. Et moi, je pense que c'est vraiment deux grands surfeurs qui vont marquer le surf polynésien dans les prochaines années. Après, Kiara est un peu jeune, mais au niveau mental et au niveau du style, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que quand je sens ton intérêt pour les jeunes surfeuses, est-ce que tu as une carrière de coach, ça, quelque chose qui aurait pu t'intéresser, qui peut t'intéresser? J'aimerais bien être coach pour des éléments comme ça. Après, l'embêtant, c'est que si je sais qu'un surfeur qui vient vers moi me demande d'être coach, je sais déjà à la base que je pourrais rien lui apporter de plus. Ça m'embêterait d'être franche et de lui dire, pour moi, tu pourras pas aller si loin que ça. Par contre, si je sais que les personnes vont aller loin, oui, j'aimerais les avoir. Après, c'est vrai que Kaoli et Kiara ont déjà des coachs autour d'eux et bon, voilà, ils ont la liberté de pouvoir choisir qui ils veulent. Après, moi, je me décide pas comme être la meilleure coach du monde, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, j'aurais des méthodes de travail qui sont différentes des coachs actuels parce que pour moi, pour être un bon coach, il faut que ce soit aussi bien psychologique que physique. Après, le physique, les surfeurs en général l'ont. Le problème chez les Polynésiens, et moi je l'ai vu durant toute ma carrière pendant les championnats du monde, quand on partait en équipe, le problème des Polynésiens en général, c'est dans le mental. Si on dit juste avant à un Polynésien, tu vas pas y arriver, déjà dans son mental, on lui a enlevé la moitié de ses capacités. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'ils travaillent, les Polynésiens, c'est sur le mental. Parce qu'ils sont on peut facilement les déstabiliser avec ça, quoi. Est-ce que, par exemple, justement, le fait, quand on regarde l'histoire du surf polynésien, au final, par exemple, chez les hommes, il n'y a eu que 2 surfeurs professionnels qui ont intégré le circuit mondial. C'est là où il y a eu beaucoup de personnes qui ont tenté le circuit mondial, il y en a très peu qui ont réussi. C'est le mental qui a fait la différence. Ouais, c'est évidemment le mental, ouais, une force de caractère. Il faut savoir que ça va être dur, que ça va pas être simple. Et c'est vrai que moi si j'étais coach, c'est vrai que par rapport à tous ces jeunes qui commencent à se lancer dans la compétition, qui veulent se lancer dans une carrière sportive, moi il y a des fois j'ai envie de dire à leurs parents, ne leur donnez pas tout. Il faut qu'ils apprennent à se battre pour l'avoir. C'est-à-dire que, je sais pas, moi je sais que quand j'allais sur le récif, voilà, je ramais une demi-heure pour aller sur le récif. Si jamais je prenais quelqu'un sous mon aile pour une surfeuse et je l'emmenais sur le récif, je la laisserais au milieu de la passe et je lui dirais, non, maintenant tu vas nager jusque là-bas, parce que c'est une façon de comprendre que rien n'est acquis, qu'il faut se battre tout le temps et que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est vrai que moi je trouve que le fait de leur faciliter
trop les choses, ça va pas les aider à survivre dans le monde professionnel aujourd'hui, quoi. C'est un monde difficile, le monde professionnel aujourd'hui aussi? Ben c'est maintenant, ça se joue à, voilà, rien que pour les notes, ça se joue à 0,01 point pour une place de champion du monde. Donc c'est vrai il faut essayer d'être performant sur tous les tableaux. Et c'est vrai que là où on pêche, nous, c'est même pas sur le style, parce que là, on a qu'à voir tous les surfeurs professionnels polynésiens qu'on a. Ils ont un style magnifique. C'est même pas là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur le mental. Le mental, c'est ce qui va faire la petite différence qui va faire qu'on va gagner une compétition, qu'on va gagner les Jeux Olympiques. Et comment ça se travaille, ça, le mental dans le surf? Ben après, il faut des préparateurs mentaux comme on a des préparateurs physiques. Mais je pense qu'il faut leur mettre dans la tête que rien n'est acquis et qu'il faut travailler jusqu'au bout, quoi. Il faut être à fond. Et aujourd'hui, quel regard tu portes sur l'évolution du surf polynésien? Est-ce que tu estimes que le surf polynésien est en bonne santé actuellement? Ces dernières années, je pense qu'on a un surf polynésien qui progresse énormément. Après, pour ma part, c'est vrai que j'estime que pendant une dizaine, voire une quinzaine d'années, on a un peu stagné, on s'est un peu endormi sur nos lauriers avec nos champions du monde. Mais au niveau professionnel, c'est vrai qu'on a eu une période où il y avait que Michel Bourrez ou que moi sur le circuit, alors qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de jeunes sur le circuit professionnel, mais on n'avait pas les structures. Et le fait que les Jeux Olympiques soient à Teahupo'o, si j'en ai parlé d'ailleurs à Max Waxna, il faut profiter de cette opportunité pour avoir toutes les compétences de la Fédération française de surf, même de la Fédération internationale, pour faire évoluer nos surfeurs au niveau de la préparation sur un circuit professionnel. Quand tu dis qu'il manque des structures, tu penses à quoi exactement? Il manque, c'est plus de la compétence en fait. C'est vrai que moi, quand je me suis entraînée sur le circuit pro, mon entraîneur, c'était Gordon Barth. C'était un entraîneur pas du tout qualifié dans le surf, mais il était plus dans l'athlétisme. Mais c'est vrai qu'au niveau mental, il était hyper perfectionniste et il m'a appris des choses que je pense que même à l'heure actuelle, je n'apprendrai pas avec un entraîneur local, quoi. Est-ce que aujourd'hui, tu suis les compétitions locales de surf? C'est quelque chose qui t'intéresse ou... Très, très succinctement, en fait, je suis pas les compétitions locales. C'est vrai que quand un surfeur m'interpelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand un surfeur m'interpelle, c'est vrai que je me concentre plus sur cette personne-là qu'une autre. Mais après, je regarde plus l'évolution du surf en général, c'est-à-dire comment s'est créée la nouvelle fédération avec le nouveau président de Fédé, puisque je connais très bien Max Wasna. Je suis son évolution par rapport à l'organisation des compétitions, par rapport à sa nouvelle restructuration de la fédération. Puis bon, des fois on s'appelle et je lui donne mes idées et c'est vrai qu'il y a encore énormément à faire. Il faut savoir que dans les années 90, quand on s'est détaché de la France, puisqu'on était ligue de surf avant et qu'on est passé fédération en 90, on était quand même 3e mondiaux au championnat du monde et la France était 12e mondiaux. Et là, maintenant, on est passé à la 10e place derrière des toutes petites nations. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros travail à refaire pour qu'on reprenne vraiment notre rang au sein du championnat mondial. Alors, le 26 juillet prochain, c'est le début des Jeux Olympiques ici en Polynésie. Il y a eu toute une polémique liée à la tour. Toi, en tant qu'ancienne championne de surf, comment tu as vécu tout ça? Je suis pas rentrée dans les polémiques. Ouais, Après, l'organisation des Jeux Olympiques, c'est un très 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 gros format. Donc, j'ai pas voulu rentrer là-dedans par rapport à la tour, par rapport à tous ces trucs-là, parce que c'est des sujets à polémique. Il y aura toujours des gens qui sont pas contents, des gens qui sont contents, et c'est vrai que bon,
Et c'est pas terminé. Je pense qu'il y aura probablement d'autres polémiques parce qu'en ce moment, on est très bon à ça. Donc, et puis bon, les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Après, moi, je pense qu'il faut laisser faire voilà, le gouvernement et le CIO et l'organisation des Jeux Olympiques par rapport à ça. Et puis, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'après Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui va nous rester comme structure? Qu'est-ce que la fédération tahitienne de surf va récupérer de ces Jeux Olympiques? Parce que bon, il faut vraiment que ça nous serve. C'est vrai que c'est important pour Kaulivast et Vaine Firo, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit aussi important pour le surf polynésien. Qu'est-ce qu'on va récupérer de ces Jeux Olympiques? À un moment, la WSL a annulé les compétitions féminines à Teahupo'o parce qu'elle estimait que la vague était trop dangereuse. Toi, en tant que femme, comment tu as perçu à cette époque? C'est vrai qu'à l'époque, on avait quand même... c'était légitime. Ils l'ont fait, c'était légitime, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu 2-3 accidents quand même assez graves de surfeuses professionnelles, notamment c'était la hawaïenne, la blonde, qui s'était coupé la langue. Elle s'était après fait mal l'année d'après à l'œil. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où faut limiter les dégâts et il faut faire prendre conscience aussi aux femmes que bon, c'est vrai que c'est une compétition importante pour le circuit, mais de là à engager sa vie, c'était bien aussi que ce soit arrêté pendant quelques années pour faire prendre conscience que il ne faut pas non plus risquer sa vie pour une compétition. Et aujourd'hui, le fait que les femmes puissent retourner à Teahupo'o, c'est une bonne chose? Ah, mais elles n'ont pas le même niveau cette année. Depuis quelques années, voilà, les femmes, elles maîtrisent totalement et elles savent exactement ce qu'elles font. Elles ont une préparation qui est hors du commun. Elles ont des préparateurs physiques, elles ont des nutritionnistes. Donc voilà, on n'est plus dans le même modèle. Merci Patricia. Alors on va bientôt clôturer cette émission. J'aimerais que tu me parles un petit mot. Tout à l'heure tu me disais que vous aviez créé un groupe de surfeuses, Vaine Horwe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais en fait, depuis la compétition, la Roxy Vaine, où on a participé, les copines m'ont fait participer juste en dilettante, comme ça, c'était pour se retrouver entre nous. Du coup, à la suite de cette compétition-là, on a décidé de se créer un groupe Messenger. Je crois qu'on est plus de 70 femmes sur ce groupe. Alors, c'est tous les niveaux, hein. Il n'y a aucune professionnelle. Je crois qu'il y en a très peu qui font les compétitions. Mais c'est vraiment pour se retrouver entre nous. Voilà, on discute entre nous tous les jours. On s'envoie des messages. Il y en a qui vont surfer à Papeeno à 6 h du matin, nous montrent les vagues. Et donc, voilà, toutes celles qui ont envie de surfer dans la journée les suivent. Et voilà, il y en a qui sont basées à Papeeno, il y en a qui sont à Hitia, Tiarei, Taravao. Donc c'est vrai qu'on a un peu notre surf news de femmes et on sait exactement tous les jours à 6 h du matin, il y en a toujours une ou deux qui nous disent qu'elles vont surfer. Ça nous motive déjà entre nous et puis on se retrouve aussi sur les spots le samedi, dimanche avec les enfants. Et ça fait du bien parce que, enfin moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'ai retrouvé mes sensations de surf grâce à elle. Et puis, j'ai retrouvé le goût de cette famille que j'avais perdue depuis 20 ans, la famille du surf, où on se retrouve, on mange tous ensemble et on partage des bons moments. Et en plus, je pense que je suis bien acceptée dans ce groupe parce que j'adore leur donner des conseils. Et c'est vrai qu'on est toutes bienveillantes les unes envers les autres. En tout cas, 70 personnes membres d'un groupe, ça veut dire que le surf polynésien féminin se porte bien. Ah, mais vous allez à Orofara le dimanche matin à 8 h et vous allez voir, on va être 30 à mobiliser le spot et c'est ça qui est bien, quoi. C'est ça parce que maintenant les hommes nous regardent en nous disant, mais dis donc, les femmes là, elles commencent à prendre un peu du volume, quoi. Donc ouais, on est contente de ça, on est contente de commencer à prendre de l'ampleur et puis et voilà, il y a pas de compétitivité entre nous. La plupart, on a entre 30 et 50 ans et voilà, on s'entend très très bien. Patricia, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce podcast. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à la réalisation Jean Amaru, Thierry Ching au son, Alain Lansan à la préparation, Hiva Totti pour l'habillage, Sandira Deroc et Isabelle Berthaud de la cellule web. Vous pourrez retrouver ce podcast sur notre site internet en audio ou vidéo, mais aussi sur la chaîne YouTube de Polynésie la Première. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci beaucoup.